Magazine pluriel. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal Magazine pluriel, aussitôt la date des élections législatives et régionales connue, que le processus électoral est enclenché. Hier, la CENI a réceptionné l'encre indélébile et lancé l'appel à candidature. Aujourd'hui, 10 février, c'est la journée des légumineuses, une opportunité pour mettre en lumière ces aliments modestes mais très puissants dans l'alimentation humaine. L'invité de ce magazine pluriel est Ousmane Sebou Tchagbatao, responsable département de la finance islamique. Il va nous parler des avantages de la dite finance pour les jeunes entrepreneurs togolais. En sport, football, Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le match pour la 3e place se joue ce samedi. Face à face, RDC Afrique du Sud à 20h. Et puis vous suivrez les autres rubriques de ce journal, les échos du palais et la revue de presse. Bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres, élections législatives et régionales, le processus est enclenché. La Commission électorale nationale indépendante CENI a lancé l'appel à candidature. Geneviève Pognon. Dans le cadre de l'organisation de ces élections et conformément au décret du 8 février 2024 portant convocation du corps électoral, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI informe les partis politiques, les regroupements de partis politiques et les groupes de candidats indépendants que le dépôt des dossiers de candidature commence lundi 19 février 2024 à 7h et prend fin le mercredi 28 février 2024 à minuit au siège de la CENI pour les candidats à l'élection des députés et au siège de chaque CELI pour les candidats à l'élection des conseillers régionaux. Conformément au code électoral, le président de la CENI rappelle ce qui suit. Pour les élections législatives, est éligible tout Togolais de naissance âgé de 25 ans révolu à la date des élections inscrits sur une liste électorale sachant lire, écrire et s'exprimer en langue officielle. Les candidats ne doivent pas être frappés d'inéligibilité ou se trouver dans une situation d'incompatibilité. Les députés sont élus au scrutin de listes bloquées à la représentation proportionnelle. Chaque liste comporte le double du nombre de sièges à pouvoir par circonscription électorale. Les candidats sont déclarés élus selon l'ordre de présentation sur la liste. Pour l'élection des conseillers régionaux, sont éligibles au conseil régional des citoyens des deux sexes âgés de 25 ans, révolus jouissant de leurs droits civils et politiques, sachant lire, écrire et s'exprimer en langue officielle, résidant depuis 6 mois au moins sur le territoire national. Les conseillers régionaux sont élus au suffrage universel direct, au scrutin de liste bloquée à la représentation proportionnelle. Chaque liste comporte un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pouvoir dans la proportion de 50%. Composition de dossiers de candidature pour les deux élections. Chaque dossier de candidature doit comporter une déclaration de candidature comportant les noms, prénoms et sexe de chaque candidat de la liste. Les renseignements nécessaires à l'impression du bulletin unique de vote, en l'occurrence le nom du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du groupe de candidats indépendants concernés par la liste, le logo sur clé USB et sur support papier, l'indication de la circonscription électorale dans laquelle la liste est candidate. La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes. Une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise de l'ancien formant ou un duplicata du nouveau formant. Un extrait de l'acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu. Un extrait du bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois. Une photo d'identité. Une déclaration par laquelle l'intéressé certifie qu'il pose sa candidature et qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par la loi. Une déclaration indiquant que le parti qui investit le candidat est à jour et en règle vis-à-vis des dispositions de la charte des partis politiques.
Chaque déclaration de candidature est rangée dans une chemise portant des indications suivantes. Le nom du parti politique ou le nom du regroupement de partis politiques légalement constitués ou la mention indépendant. La circonscription électorale dans laquelle la liste est candidate. Le nom du candidat, le numéro d'ordre de présentation sur la liste de candidature. L'ensemble des déclarations individuelles d'une liste est rangé dans une chemise à cingle revêtue des mentions suivantes. Le nom du parti politique ou le nom du regroupement de partis politiques ou la mention indépendant. La circonscription électorale. Les formulaires de déclaration et de transmission de candidature peuvent être retirés à partir du mardi 13 février 2024 au secrétariat de la CENI et au siège de chaque CELI tous les jours ouvrables de 7h à 12h, de 14h30 à 17h30. Les dossiers de candidature doivent être déposés tous les jours ouvrables de 7h à 17h30 à l'exception du dernier jour où il sera organisé une permanence jusqu'à minuit. Au siège de la CENI pour l'élection des députés, au siège de chaque CELI pour l'élection des conseillers régionaux. Le président de la CENI rappelle aux différents candidats qu'aucun dossier incomplet ne sera accepté. Pour toute information complémentaire, s'adresser à la CENI ou à la CELI de la circonscription électorale dans laquelle la liste est candidate. Geneviève Pognon, et toujours dans le cadre de ces élections du 13 avril prochain, la CENI a réceptionné hier à l'aéroport international Gnassingbé-Eyadema un lot important de l'encre indélébile. Le point avec Florent Abi. Composé de 107 cartons contenant chacun 300 flacons d'encre indélébile, ce lot est arrivé ce vendredi à l'aéroport international Gnassingbé-Eyadema de Lomé. Dago Yabré, président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. L'encre indélébile sert à certifier la véracité du vote d'un citoyen. Et c'est ce que nous venons de recevoir. La commande a été faite. Nous avons reçu d'abord des échantillons. Nous avons fait des tests au niveau de l'université. Elle a remporté le marché. Elle nous a amené le lot commandé. Nous allons encore renvoyer le lot à l'université pour pouvoir confirmer le test qu'on a fait au début. Pour des tests d'authenticité, un lot de 40 flacons a été tiré au hasard par le laboratoire de chimie de l'université de Lomé. L'échantillonnage a été fait de façon aléatoire, en se basant à peu près sur le nombre des cartons, le nombre d'échantillons dans les cartons, afin donc de pouvoir avoir un nombre d'échantillons d'encre représentatif. Nous allons procéder au niveau du laboratoire à des analyses en déterminant des éléments spécifiques qui permettent donc de montrer la fiabilité de l'encre. Donc il s'agit d'une confirmation en fait, parce que nous avions déjà fait précédemment des analyses sur des échantillons qui ont permis donc de faire cette commande. Je vous l'annonçais également en titre, source inestimable de protéines, de fibres et de nutriments essentiels. Les légumineuses comme le soja, l'arachide, le haricot, le pois sont mises en lumière aujourd'hui 10 février. Elles sont excellentes dans la gestion du cholestérol et permettent de bien digérer. Cette journée reconnaît ainsi l'importance fondamentale des légumineuses, non seulement dans l'alimentation humaine, mais aussi pour la santé des sols. Odette Pira. Sur le plan nutritionnel, les légumineuses sont dotées d'une richesse non négligeable en nutriments et ont une teneur assez élevée en protéines, idéale en particulier dans les régions où la viande et les produits à base de lait ne sont pas accessibles pour des raisons géographiques ou économiques. Sur le plan de la sécurité alimentaire, elles représentent pour les agriculteurs une culture importante parce qu'elles peuvent non seulement être vendues, mais aussi être consommées par les producteurs eux-mêmes. Cette double possibilité qu'offrent les légumineuses aux agriculteurs les aide à préserver la sécurité alimentaire de leur famille. Enfin, sur le plan de la préservation de l'environnement, les légumineuses ont de nombreux avantages dans la mesure où elles ont besoin de moins d'eau que les autres cultures pour grandir et participent fortement à la lutte contre l'érosion et l'appauvrissement des sols.
Merci à vous, Odette Pira. Tout un autre sujet dans ce journal, on parle esthétique. À quelques jours de la célébration de la fête de la Saint-Valentin, les salons d'esthétique grouillent de monde. Les femmes s'y rendent pour se faire belle à cette occasion. Pose de faux ongles et faux cils sont notamment des activités qui se font dans ces salons. Cette pratique n'est pas sans risque. Quels sont les dangers liés aux faux cils et ongles? Le reportage de Abiré Lemo nous en parle. Dernier week-end avant Saint-Valentin. Dans ce salon d'onglerie, les femmes sont nombreuses à honorer leur rendez-vous. Parmi elles, Esnam, 36 ans, 1m60 environ, teint d'ébène, mère célibataire. J'ai déjà fait mes tresses. Puis à la Saint-Valentin, je suis venue me faire belle parce que ça va vraiment chauffer. Voilà. Pour les ongles, j'ai pris une forme carrée. Il y a des jolis modèles de Saint-Valentin. Donc c'est ça que je vais faire. Les faux ongles, je les fais tout le temps. Je ne peux pas m'en passer. Pour Vanessa, prothésiste angulaire, le savoir-faire dans ce domaine est de mise. La plupart des clientes viennent avec leur propre choix. Tu analyses sa peau, ses mains, et c'est à toi de dire que non, ça là, ça peut pas vous aller, ça vous va. Ou bien tu la montres des modèles. Pour un faux ongle maximum, ça peut durer 1 mois, 2 mois. Si ça va très souvent dans l'eau, ça peut faire 2 semaines, 1 mois. Ça dépend de la pose aussi. Dans ce autre salon de beauté, la matière première, les fossiles. C'est le tour de Prudence avec son bébé de 7 mois en mai. Je mets les fossiles si j'ai par exemple un mariage, anniversaire ou bien on a la célébration de la Saint-Valentin. Je vais placer mes fossiles pour rehausser un peu le regard, histoire de me faire toute belle pour la soirée. Faux ongles, faux cils, des artifices de beauté certes, mais qui peuvent être fatals pour la santé. Écoutons respectivement Akakpo Sefako, dermatologue au CHU Sylvanus Olympio, et Dr Nyanza Koboyo, ophtalmologue à la Maison des Yeux et Sinam. Quand on met les faux ongles, on utilise forcément des produits pour pouvoir les coller. Et ces produits peuvent être à la base d'irritation au niveau des ongles ou bien des réactions allergiques que nous appelons l'eczéma. Ce faisant aussi, on entraîne une fragilité des ongles. Et quand l'ongle est fragile, ça peut entraîner leur infection par des champignons. Il faut entre 6 à 1 an pour que l'ongle repousse naturellement. Du coup, quand on a une infection due aux champignons, la personne sera obligée de prendre les médicaments durant tout ce temps-là. Donc, le traitement sera onéreux. Les complications fréquemment rencontrées dans la pose des fossiles, c'est surtout les allergies ou les irritations, les yeux qui vont brûler ou qui vont gratter. Ceci parce que la pose des fossiles nécessite une colle qui est faite à base du cyanoacrylate, qui est une substance chimique qui va se retrouver au niveau de l'œil alors qu'elle ne devait pas se retrouver là. Au niveau de la paupière, il y aura ce qu'on appelle une blépharite, qui est une inflammation de la paupière, les paupières qui seront enflées et qui vont faire mal. Et lorsque la dame ferme les yeux et la colle est au contact avec la conjonctive, la partie blanche de l'œil, ça va donner ce qu'on appelle la conjonctivite. Les yeux qui vont être rouges, beaucoup plus sensibles à la lumière. Et quand c'est au niveau de la partie noire, ça va donner ce qu'on appelle la kératite. Les fossiles et ongles ont donc des effets négatifs sur la santé. Avis aux fanatiques de cette pratique. Ce journal se poursuit dans l'actualité internationale. Au Burkina Faso, des hommes armés ont attaqué le village de Galnoani dans la commune de Tigba, dans la région de l'Est. L'attaque s'est déroulée mercredi dernier et a fait une 50aine de victimes parmi les civils. Cette région est sous le contrôle des groupes armés terroristes depuis plusieurs mois, malgré les multiples opérations militaires. Au Gabon, les parlementaires réunis hier en session extraordinaire ont voté une nouvelle réforme de la charte constitutionnelle pour permettre la nomination d'un ministre de la Défense et de la Sécurité. Dans la précédente version, le président de la transition occupait ce poste. Ce vote met donc fin à une
une contradiction qui durait depuis des semaines. En effet, le test disait que le général Brice Oligui Nguema, président de la transition, était également ministre de la Défense et de la Sécurité. Or, depuis plusieurs semaines, un ministre de la Sécurité et une ministre de la Défense ont été nommés au gouvernement. Et puis la Mauritanie a été désignée par les États membres d'Afrique du Nord pour prendre la présidence de l'Union africaine. Puisque le prochain président de l'organisation doit être originaire d'Afrique du Nord, c'est donc le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani qui devrait prendre la succession du Comorien Azali Assoumani lors du 37e sommet prévu à Addis Abeba les 17 et 18 février prochains. La rubrique invitée à présent, elle a été présentée la semaine dernière aux opérateurs économiques. Il s'agit de la finance islamique. La dite finance vient de Coris Bank Baraka, une branche de Coris Bank International. Qu'est-ce que la finance islamique? Quels sont ses avantages pour les jeunes entrepreneurs togolais? Réponse avec Ousmane Sebou Tchagbatao, responsable département finance islamique. L'invité du journal s'exprime au micro de Hervé Segbono. Ousmane Sebou Tchagbatao, bonjour. Bonjour Hervé. Qu'est-ce que c'est que la finance islamique? C'est une solution de financement qui répond à une obligation et qui respecte des principes, c'est-à-dire qu'elle n'est pas une finance spéculative, elle n'est pas une finance qui autorise à ce qu'on aille sur ce qui n'est pas du réel. Donc, elle est une finance éthique. Finance éthique, expliquez-nous cela. C'est une finance qui se veut responsable et morale. Elle observe la société et ne pourra aller que sur ce qui apporte un plus à la société. Donc, elle se base sur des principes. Elle a des principes que je peux lister rapidement. L'interdiction de commercer l'argent directement, de vendre de l'argent. L'interdiction également d'aller sur des activités illicites. On va désigner comme activité illicite tout ce qui n'apporte pas un plus à la société. Par exemple, l'industrie de l'alcool, ce n'est pas directement un plus. Les jeux du hasard, les trafics de tout genre, nous n'allons même pas lister tout ce que la loi interdit déjà directement. La finance islamique est-elle uniquement disponible pour les fidèles d'Allah? Autrement dit, pour les musulmans? Non, la finance islamique reste adressée à toute personne. Tout simplement, elle tire ses sources de l'islam. Voilà pourquoi son nom est resté collé islamique. Vous voulez dire que c'est une finance inclusive? Voilà, inclusive et qui apporte même des solutions pour favoriser la bancarisation. Dites-nous les différents produits de la finance islamique. Beaucoup de produits. Lorsque nous nous recentrons sur la banque, ce que nous faisons au niveau de Coris Bank International Togo, nous avons des produits qui permettent d'entrer en relation, qui sont des comptes, communément appelés des comptes courants, Wadia. Et nous avons aussi des produits qui permettent à des personnes de pouvoir investir. Donc, qu'on pourrait appeler au niveau de la banque classique les comptes d'épargne. Nous avons des comptes qui sont adressés à des personnes physiques, salariés, retraités, particuliers dans leur activité. Maintenant, quand on parle des structures qui sont des personnes morales, nous nous adressons à tout le monde. Ça peut être des entreprises individuelles, des associations, des sociétés, des coopératives, des ambassades. Votre argent, vous venez le chercher quand vous voulez, comme vous voulez, sans qu'il y ait un seul frais qui vous soit appliqué. C'est ce que nous appelons Wadia Précaution. Et nous avons Wadia Salaire. Ça, c'est pour les salariés qui peuvent domicilier leur salaire et bénéficier des financements qui existent. Les retraités également ne sont pas oubliés, avec la particularité que leur compte est gratuitement logé chez nous pour bénéficier de leur pension et éventuellement bénéficier également des financements. Donc, le compte particulier, comme je le disais, ça peut être des responsables d'entreprise, les opérateurs qui sont dans des professions libérales, et ça peut être vous et moi, où nous avons un compte avec tous les éléments qui accompagnent. Et nous pouvons bénéficier des produits de financement. À part ce côté qui est la partie des comptes courants, nous avons les comptes d'investissement qu'on appelle en banque classique les comptes d'épargne. Là également, ça permet aux clients de pouvoir mettre son argent de côté, mais en investissant. Et là, nous avons récemment lancé le compte épargne Hajj qui vise beaucoup plus à faciliter aux clients qui sont musulmans qui voudront épargner dans l'objectif de réaliser leur Hajj, de le faire tout en bénéficiant d'un retour sur investissement. Nous avons également en cours de lancement des comptes d'investissement qu'on appelle épargne projet, des comptes d'investissement épargne logement, qui vont permettre à tous nos clients de pouvoir épargner, de pouvoir investir leur argent, qui leur ramène des revenus, mais au même moment, ils constituent le capital qui va leur permettre de réaliser ce qui leur tient à cœur. Et nous avons la possibilité aussi
de pouvoir prendre des investissements qui vont sur des durées plus longues et sur des termes bien définis qui sont le compte d'investissement Wakala qui est assimilable au DAT. Le DAT qu'on connaît avec la finance classique. Quoi? DAT est dépôt à terme. Ça veut dire que j'amène un montant que je confie à la banque à laquelle je donne l'autorisation de pouvoir investir avec pour objectif qu'on se partage le retour sur investissement. Maintenant, nous avons les financements. Vous pouvez bénéficier des financements, de l'accompagnement de la banque. Et là, en ce moment, nous avons actuellement des produits sur lesquels nous sommes en train d'avancer. Nous avons le Murabaha. Ça signifie tout simplement que nous allons vous acheter ce dont vous avez besoin pour vous le revendre. Et l'un des avantages, c'est qu'on vous décharge du risque fournisseur. C'est-à-dire, le risque fournisseur, c'est quoi? C'est que vous prenez de l'argent à la banque et vous avez payé un fournisseur qui peut-être ne vous livre pas. Dans les systèmes classiques, on ne va pas aller regarder qu'on ne vous a pas livré, on vous a donné l'argent, c'est tout. Et là, il y a une certaine clarté parce que ce qu'on achète, vous connaissez le prix d'achat. Quand la banque dit je vous revends à tel prix, vous connaissez exactement ce qu'elle attend gagner. Et c'est un prix de vente où vous direz, vous voulez me vendre ça à tel montant? Non, c'est un peu cher. Vous discutez, c'est du marché en fait. C'est tout comme vous vous retrouvez devant un vendeur et vous démarchez. Voilà, la négociation est acceptée. Et maintenant, vous déclinez et vous vous accordez sur les modes de paiement. La durée, la périodicité et tout ça, c'est de commun accord que vous accordez. Et voilà, vous avez votre bien dans la main avant de signer l'acte final de vente. Et vous commencez par payer progressivement. Nous avons l'autre produit qui est Ijara. Ijara, là, en ce moment, on n'est pas en train de vous vendre. Mais le bien acheté, on vous le loue. C'est de l'utilisation que vous allez payer les loyers. Donc, quand nous prenons une entreprise qui est dans son activité et qui, dans son développement, a besoin de certains équipements, ça veut dire que la banque achète ces équipements, garde la propriété, mais loue les équipements à l'entreprise qui les utilise, tout en assumant sa responsabilité de propriétaire. C'est-à-dire que l'assurance, les grandes réparations, mais l'utilisateur quand même assure les frais d'entretien. Supposez qu'on achète une moto, déjà c'est une moto qui est neuve et qui doit répondre à certaines activités. Mais on voit que la moto, après quelques kilomètres, elle chauffe anormalement. C'est-à-dire c'est à la banque d'assumer qu'est-ce qui se passe avec ce moteur et d'assumer cela entièrement. Et l'un des avantages aussi de la location bien de Ijara, c'est que le bien qu'on vous loue travaille pour payer. À supposer que ce bien-là ne réponde pas, tel exemple de la moto, que la moto ne travaille pas, vous ne pouvez pas payer le loyer. Ce n'est pas un contrat en l'air, c'est un contrat qui est lié à l'utilisation du bien. Voilà que le bien, il ne répond pas, donc le loyer automatiquement, il n'y a pas à discuter, le loyer est stoppé. Parce que le bien doit pouvoir travailler pour payer. Mais voilà qui ne fait pas le travail. Et l'un des exemples récemment qui s'était passé, c'était la période de Covid, où on était obligé de confiner pour des raisons sanitaires des zones. Ceux qui bénéficient des autos, qui font les transports, ils ne pouvaient pas utiliser leurs véhicules. Les camions sont garés. Non, la finance islamique prévoit déjà cela et se dit que une fois que l'activité est stoppée, vous êtes aussi dans l'obligation de ne pas réclamer le loyer parce qu'il ne travaille pas. Comment il va vous payer? Ces deux produits peuvent accompagner l'État togolais dans la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au Togo. Oui, c'est vrai que notre solution est là avec Coris Bank Baraka depuis 3 ans. Nous pensons que c'est la solution la plus adaptée. Parce que lorsque l'État togolais fait des efforts pour accompagner les acteurs, surtout les jeunes entrepreneurs, le premier souci c'est quoi? C'est éventuellement le détournement de l'objet. C'est-à-dire que je suis là, je suis un jeune agronome, j'ai fini et on veut m'accompagner. Le meilleur accompagnement qu'on peut me faire, c'est de me mettre les éléments de travail. Voilà ça. Et moi, je fais parler maintenant mon intellect, je fais parler ce que j'ai appris pour produire. Et ça, c'est l'obligation de la finance islamique. Ce n'est même pas un droit ou bien ce n'est même pas possible qu'on puisse dire, voilà l'argent, on va acheter et peut-être on va acheter des trucs de moindre qualité, on va faire autre chose et tout. Et au finish, on n'atteint pas l'objet qu'on a visé. Vous voyez que c'est une solution parce que là, en ce moment, il y a obligation que déjà, vous identifiez le fournisseur. Voilà celui chez qui on peut prendre les semences. Voilà celui chez qui on peut prendre les intrants, tous les intrants possibles. Et voilà ce dont j'ai besoin. Et c'est la banque qui vous met à disposition et vous réalisez maintenant votre activité pour, à la fin,
sortir ce qui est le produit fini. En dehors de ces avantages, j'en suis certain qu'il doit y en avoir d'autres également que vous pouvez relever. Oui, il y en a. Nous parlons par exemple de la tarification, du coût du financement. Le coût du financement est bien maîtrisé par le partenaire. Ça, c'est un. Le second élément, c'est qu'on n'est pas libre de mouvement. On ne fera pas ce qu'on veut. Il y a, au-delà des régulateurs communs qu'on a avec la banque classique, nous avons un autre régulateur qui est le Conseil de conformité interne, qui s'attache à regarder si nous respectons ces éléments éthiques, ces éléments moraux, ces éléments de responsabilité. Votre mot de la fin? Ça fait 3 ans que nous existons et beaucoup de clients nous ont fait confiance. Nous sommes aussi approchés par beaucoup d'institutions, de structures et tout. C'est pour les rassurer que la finance islamique, elle est faite dans le respect des règles, dans le respect des obligations par Coris Banque Internationale Baraka, et que nous sommes rassurés par le nombre qui continue par s'accroître de relations que nous avons. Mais nous les invitons également à toujours venir parce que nous restons ouverts. Nous avons des agences un peu partout, à l'intérieur du pays, à Lomé. Quand ils vont à Coris, ils peuvent s'approcher. Maintenant, si on veut aller plus en profondeur sur la finance islamique, nous avons la base de Baraka qui se trouve au Carrefour Traka. Ousmane Sebou Tchagbadao, merci. Merci. Merci à Hervé Segbonou et son invité. Rubrique Écho du Palais à présent. Elena Sabi nous parle aujourd'hui d'une affaire d'homicide à Blita entre frères de même sang. L'accusé Sekou est condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Célibataire sans enfant, Sekou est un cultivateur de 32 ans demeurant à Blita. Le 8 avril 2020, son petit frère Borona, revenu du marché de Tifama, est allé se plaindre à leur mère de ce que son grand frère Sekou l'a diffamé auprès du sieur Bozisso. Il explique en effet que Sekou a dit à ce dernier qu'il est l'auteur des vols répétitifs de ces régimes de bananes. Sekou ayant surpris la conversation entre Borona et leur mère, s'est saisi d'une machette et a menacé de mort son petit frère. Ce dernier, pris de colère, invite son grand frère dehors, sous un arbre à côté de leur maison, pour le combat, ceci malgré les efforts de leur mère pour les en empêcher. Le combat n'a même pas commencé quand Sekou assène à son petit frère Borona 2 coups de machette mortels, dont un à la tête et l'autre à l'épaule. Grièvement blessé, il est transporté au centre hospitalier préfectoral de Blita. Vu la gravité de ses blessures, il est référé au centre hospitalier régional de Sokodé. Mais faute de moyens financiers, ses parents ont décidé de rebrousser chemin pour lui procurer des soins à la maison. Malheureusement, sur le chemin de retour, il rend l'âme. Dans la foulée, Sekou est interpellé par la gendarmerie. Devant la cour d'assises de Kara, l'accusé est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et est condamné à 10 ans de réclusion criminelle. À samedi prochain pour une autre affaire. Merci à vous, Elena Sabi, et à samedi prochain. La page sportive avec Kélim Payordi qui nous a rejoint en studio. Kélim, bonjour. Bonjour Bénédicte, bonjour à tous les auditeurs de Radio Lomé. Qui de la RDC ou de l'Afrique du Sud enlèvera la médaille de bronze ce samedi au stade Félicia d'Abidjan. En effet, la petite finale de la CAN met aux prises les Bafana Bafana aux léopards de la RDC. Quelle analyse faire des deux équipes qui s'affrontent ce soir? Les deux équipes qui s'affrontent ce soir, évidemment, c'est la République démocratique du Congo et qui sera face à l'Afrique du Sud. Et justement, quand on les prend équipe par équipe, je pense que l'Afrique du Sud a connu un parcours contrasté avec une phase de poule moyennement réussie. Alors, les Bafana Bafana finissent deuxième derrière le Mali qui justement les a battus en match de poule 2-0, suivi d'une victoire facile et nette face à la Namibie 4-0 et d'un bon nul face aux Aigles du Carthage, la Tunisie qui va rentrer. Alors les Bafana piégeront ensuite en huitième de finale le puissant Maroc qui était demi-finaliste lors du dernier mondial 2-0 pour joindre les quarts de finale où leur gardien étale tout son talent face au Cap-Vert au tir au but, mais c'est le Nigeria qui sera plus fort et plus précis sur les tirs au but pour éliminer ces
Bafana 4-2 lors de ces quarts de finale. Alors, la RDC, je pense bien, non, lors des demi-finales. Voilà. La RDC, quant à elle, était invaincue dans la compétition jusqu'à la demi-finale face au pays, jusqu'à la demi-finale, avant de rencontrer le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, qui les battra 1-0. Alors, malgré une phase de groupe en demi-teinte avec 3 matchs nuls, dont un but partout contre la Zambie, un but partout également contre le Maroc et 0 but partout contre la Tanzanie, les Léopards ont infligé un lourd score à la Guinée, 3-1. Au vu de ces analyses, quelle équipe part favori? En termes de favoris, disons, Bénédicte, que la RDC semble mieux armée que son adversaire du jour, avec des joueurs comme Yohan Wissa, Chancel Mbemba, Kaloulou ou encore Mutusami. Mais en face également, on peut voir Zouane qui a déjà 2 buts à son compteur. Autrement dit, il a marqué 2 buts durant la compétition. Il y a Mokena aussi qui a marqué 2 buts. Et surtout, leur gardien qui est un véritable mur infranchissable ou presque. Merci Kilim. Retour au Togo. Quelles sont les nouvelles? Au Togo, sur le plan national, c'est la 13e journée du championnat national de D1 Lonato qui se joue ce week-end, alors sur tout le territoire. Mais il faut dire que ce qui retient l'attention du public sportif, c'est la suspension du dit championnat à tous les niveaux, que ce soit au niveau des hommes comme au niveau des femmes en première et en deuxième division. À l'origine de cette décision, une manifestation de la Ligue de football des Savanes qui se sent lésée. Et selon la déclaration des responsables de cette ligue, une déclaration qui d'ailleurs circule sur les réseaux sociaux en boucle, depuis 8 ans que le colonel Guy Akpovi est aux manettes de la Fédération togolaise de football, aucune action en faveur de cette région qui, nous le savons, est fortement secouée par les troubles terroristes. Ainsi, le ministre a accepté la requête adressée par Guy Akpovi. Autrement dit, quand cette nouvelle ou bien quand la manifestation des responsables de la Ligue de la Ligue de football des Savanes est parvenue, Guy Akpovi a adressé une requête au ministre des Sports pour chercher les issues, pour chercher les voies et moyens à régler ce problème. Donc, il a adressé une requête au ministre et Madame le ministre a accepté la requête, et ce qui fait que pour pouvoir travailler, parce qu'il y a une délégation de la Ligue des Savanes qui est dépêchée à Lomé ici pour qu'on puisse pouvoir travailler avec la fédération et le ministère la semaine prochaine. Donc, pour pouvoir mener à bien ces travaux, Madame le ministre a jugé bon de suspendre le championnat national de football. Donc, cela voudrait dire, Bénédicte, que ce dossier, nous allons le suivre et nous tiendrons informés les auditeurs des éventuels ou bien des différents développements de ce feuilleton. Merci à vous, Kilim Poyodé. La dernière rubrique de cette édition, la revue de presse avec Léontine Atogima. À la une des parutions, la date du 13 avril retenue en Conseil des ministres pour la tenue des élections législatives et régionales. Cette décision de l'exécutif fait effectivement la une des publications. Elle est en gros caractère sur le site de Global Actu. Les Togolais appelés aux urnes le 13 avril prochain pour élire 113 députés et les conseillers régionaux. Le gouvernement répond ainsi aux attentes des leaders des partis de l'opposition qui s'inquiétaient déjà de son mutisme, relève l'Union pour la patrie. Le bi-hebdomadaire évoque également l'engouement de l'ensemble des partis politiques de l'opposition à participer au scrutin après le boycott des élections législatives de 2018. Avec ce décret fixant la date des élections pris en Conseil des ministres, il n'existe plus de doute, le processus électoral est inexorablement en marche malgré les critiques et les appels au report de certains leaders de l'opposition, remarque le reporter. Léontine, aucun doute, il n'y aura pas de report. Le gouvernement tient au respect du calendrier électoral. Pas comme le Sénégal qui a reporté son élection présidentielle au 15 décembre prochain. Du jamais vu dans l'histoire du Sénégal, s'étonne la lanterne d'Ac qui se demande si nous avons encore des dirigeants démocrates en Afrique. Le Sénégal a toujours été pris comme exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest. Il s'agit du machiavélique sale
caricature le journal satirique Harakiri. Report de l'élection présidentielle. Macky fait encore du sale, renchérit Canal D. Autre interrogation, elle vient du Médium. Que cache le report s'inédit de la présidentielle par le président Macky Sall? Le journal n'est pas convaincu de la justification du président sénégalais qui porte sur sa volonté de ne pas interférer dans le travail de la commission électorale. Pour l'opposition sénégalaise, il s'agit de coup d'État institutionnel, relaie l'apparition, qui ajoute que d'autres parlent d'un coup de poignard de Macky Sall contre la démocratie et l'État de droit. Et le 19e anniversaire du rappel à Dieu du père de la nation, Feu Gnassingbé Eyadema, est également à la une des journaux parus cette semaine, n'est-ce pas Léontine? 19 ans que le président Feu Gnassingbé Eyadema a quitté le monde des vivants. Cela a fait couler beaucoup d'encre. Le Mania libéré a montré que les offices religieux ont été ponctués de rappels sur la vie de l'illustre disparu et de l'évocation des valeurs qu'il a portées dans la vie nationale et sur le plan international. Parmi ces valeurs, la culture de la paix et de la fraternité entre les nations qui a valu au général Gnassingbé Eyadema une aura et un charisme qui traversent le temps. Rappelons la date du décès du général qui est le 5 février 2005. L'apparition note que le Togo pérennise cette culture de la paix avec les efforts de Fort et Sozimna Gnassingbé. Ceci a contribué à la consécration de Lomé comme capitale de la paix, du dialogue, de la médiation et de la tolérance en octobre 2022. Quant à Nouvelle Opinion, elle a fait un portrait de Feu Gnassingbé Eyadema montrant qu'il reste encore frais dans le cœur des Togolais. Et ce qu'ils retiennent le plus, c'est qualificatif de baobab, de fin blagueur qui savait amuser et donner le sourire lors des nombreuses audiences qu'il accordait à travers des histoires et des anecdotes. Merci à vous, Léontine Togima. Et pour terminer, l'information insolite, un cycliste australien a eu la frayeur de sa vie en janvier dernier. En pleine sortie VTT, vélo tout-terrain, il a été mordu par un serpent brun qui s'est pris dans sa roue arrière. Cette espèce est l'une des plus venimeuses au monde. Si le premier réflexe de tout le monde est de retourner vite à sa voiture, ce n'est pas ce qu'il a privilégié. Si je retournais à la voiture et que j'avais du venin dans mon sang, je serais mort avant même d'avoir atteint la moitié du chemin. Il allonge donc sa jambe et ne bouge plus pour éviter au poison de se répandre. Dans son malheur, il a finalement eu de la chance puisque le serpent l'a bien mordu, mais il s'agissait d'une morsure sèche et il n'y a pas eu d'injection de venin. Plus de peur que de mal au finish. Quelques instants plus tard, 2 personnes lui ont porté assistance en attendant l'arrivée des secours. 1 heure plus tard, il aurait pu mourir. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal magazine Pluriel. Merci de votre fidélité d'écoute. Merci également à Paulin Migan et Raoul Tetonyaki derrière la baie vitrée. Le rappel du sommaire. Aussitôt la date des élections législatives et régionales connue, que le processus électoral est enclenché. Hier, la CENI a réceptionné l'encre indélébile et lancé l'appel à candidature. Aujourd'hui, 10 février, c'est la journée des légumineuses. Une opportunité pour mettre en lumière ces aliments modestes mais très puissants dans l'alimentation humaine. L'invité du magazine, c'était Ousmane Sebou Tchagbatao, responsable département de la finance islamique. Il nous a parlé des avantages de la dite finance pour les jeunes entrepreneurs togolais. En sport, Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, le match pour la 3e place se joue ce samedi. Face à face, RDC Afrique du Sud à 20h. Et puis vous avez suivi les autres rubriques, les échos du palais et la revue de presse. Excellent week-end à l'écoute de nos différents programmes. Au revoir.